Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir, alors bon, ceux qui nous suivent en direct ne le voient pas encore, mais de vous accueillir toutes et tous ici ce soir pour cette séance d'installation du conseil municipal pour la mandature 2026-2032. Il me revient en qualité de maire sortant de proclamer les résultats et surtout de procéder à l'installation des nouveaux élus, et je céderai ensuite la présidence à notre doyenne de séance, à savoir madame Françoise Boivin. Je vous communique donc les résultats qui ont été proclamés dimanche 15 mars à l'occasion du premier tour de l'élection municipale à Angerville, qui a vu donc une liste arriver en tête, ne nécessitant donc pas un second tour de scrutin. La liste arrivée en tête est celle de monsieur Johan Mittelser, qui conduisait la liste Toujours Ensemble pour Angerville, laquelle a obtenu 1227 voix, soit 25 sièges. J'invite donc à me rejoindre à leurs emplacements. Johan Mittelser, bon, je suis déjà installé. Madame Frédéric Sabourin-Michel, monsieur Dominique Vaury, madame Patricia Ambrosio-Tadi, monsieur Cédric Chian, madame Christelle Thirouin, monsieur Alain Lajugie, madame Neima Siffer, monsieur Bruno Dupuis, madame Aurélie Bosque, monsieur Dominique Bassière, madame Kessi Bilingui, monsieur Jacques Drapier, madame Aurélia Vater, monsieur Abdraman Camara, madame Marianne Bussière, monsieur Pierre Bonneau, madame Anne-Laure Trochet, monsieur Thierry Demoisson, madame Julietta Martins, monsieur Emmanuel Bagaragaza, madame Françoise Boivin, monsieur Jérôme Faucheux, madame Nadège Brasseur et monsieur Emmanuel Parmentier.
Pour la liste arrivée en seconde position, conduite par Monsieur Franck Tevray, Agir pour Angerville, ayant obtenu 262 voix, soit 2 sièges, j'appelle à bien vouloir venir siéger Monsieur Franck Tevray et Madame Leslie Télémingue Mezzamo, excusez-moi. Je vous invite, mesdames et messieurs, à bien vouloir prendre place et je décrète donc installer dans leurs fonctions l'ensemble des élus municipaux pour la mandature 2026-2032. Et je vais céder la présidence de séance à notre doyenne, Madame Françoise Boivin. C'est bon. Avant de procéder à l'élection du maire, je vais procéder à l'appel nominal de chacun des membres du conseil qui me confirmera sa présence. Johan Mittelhauser, présent. Frédéric Sabourin-Michel, présent. Dominique Bory, présent. Patricia Ambrosio-Tadi, présente. Cédric Chian, Christelle Thiermin, Anna Lajugi, Naïma Sifer, Bruno Dupuis, Amélie Bosque, Dominique Garcia, Kessie Billy, Jacques Drapier, Aurélia Vatel, Abdraman Camarin, Marianne Bussière, Pierre Bonneau, Anne Trochet, Thierry Demoisson, Julietta Martin, Emmanuel Baccarat-Gaza, Françoise Boivin, présente, Jérôme Faucheux, Nadège Brasseur, Emmanuel Parmentier, Franck Tevray, Leslie Télémingue Mezzamo, excusez-moi si je fais, si j'écorche un petit peu votre nom. La condition du quorum étant atteinte, je vous propose de passer à l'élection du maire, réalisée selon les dispositions des articles L2122-4 à L2122-7 du CGCT, dont je vais vous donner lecture. Il faudrait désigner un secrétaire de séance qui se propose. Voilà. Monsieur Bruno Dupuis. Bon. Monsieur Bruno Dupuis est désigné comme secrétaire de séance. Article L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Aussi, conformément à la loi organique numéro 2014-125 du 14 février 2014, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou sénateur. Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de maire et d'adjoint de maire. Article 2122-4-1.
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef des services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région où les régions y sont affectées aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Article L 2122-5-1. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants. Article L 2122-5-2. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L 2122.6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints. Article L 2122.7. Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Avant de poursuivre, je vous rappelle qu'un bureau composé d'au moins deux assesseurs doivent être constitués. Je demande donc aux responsables de chaque liste de me faire connaître l'assesseur qui souhaite désigner. Pour la liste, toujours pour ensemble pour Angerville, pardon, je vais proposer M. Jacques Drapier. C'est vrai. Pour la liste Agir pour Angerville, je propose donc Leslie Télémon et les impôts. J'apprends comment ça s'écrit, hein. Leslie. Hein? Je peux croire. Je te laisse terminer. Ah oui. Il est acté que M. Jacques Drapier et Mme Leslie Télémon sont donc désignés en qualité d'assesseurs. Ça va? Non, ça va, parce qu'il faut qu'ils soient. La procédure portant sur l'élection du maire peut donc débuter. Je demande aux candidats aux fonctions de maire de se faire connaître. Sont donc candidats. Je propose ma candidature, Yann Intéressère. Candidature, donc Franck Tevray. Donc sont donc candidats M. Yann Intéressère et Franck Tevray. Je vais maintenant inviter chacun d'entre vous à procéder au vote à l'aide des documents qui sont à votre disposition, bulletin de vote et ou feuille blanche et enveloppe orange. Chaque conseiller municipal à appel de son nom déposera son enveloppe dans l'urne. Il fera constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe au modèle uniforme qui a été fourni et déposera lui-même son enveloppe dans l'urne. Ce qui est l'urne.
Après chaque vote, il faudra émarger la liste à part à disposition sur la table de vote. Alors, donc, je commence. Monsieur Johan Mittelosser, Frédéric Sabourin-Michel, Dominique Bory, Patricia Ambrosio-Tadi, Cédric Chian, Christelle Thirouin, Alain Lajugie, Naïma Siffer, Bruno Dupuis, Aurélie Bosque, Dominique Bassière, Kessie Billy, Jacques Drapier, Aurélia Vater, Abdraman Camara, Marianne Bussière, Pierre Bonneau, Anne-Laure Prochet, Thierry Demoisson, Julietta Martins, que je dis Martins, Emmanuel Bagara-Zaza, Françoise Boivin, excuse-moi, Jérôme Faucheux, Nadège Brasseur, Emmanuel Parmentier, Franck Tevray, Leslie Telemann. Alors, le vote ayant eu lieu, donc je vais demander aux assesseurs de me rejoindre pour procéder au dépouillement. Donc, Jackie et puis madame. Oui, parce qu'il faut que j'entende. Hein? Vous les ouvrez? Donc, vous comptez le nombre d'enveloppes. Comptez le nombre d'enveloppes. Ah, d'accord. Vous me dites combien que vous trouvez d'enveloppes dans l'urne. Vingt-sept. Ok. Donc, le premier assesseur doit ouvrir l'enveloppe et le second doit lire à haute voix le nom indiqué sur le bulletin de vote ou signaler si l'enveloppe est vide ou contient un document non conforme au document mis à la disposition des membres du conseil. Johan Mittelosser. Johan Mittelosser. Franck Tevray. Johan Mittelosser. 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 Je pose en même temps le... Johan Mittelosser. Franck Tevray. Johan Mittelosser.
Johan Mitterrand. 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 Assisté du secrétaire de séance. Comment? Vas-y. Remets-toi. Rapide tout ça. Une fois. Monsieur Franck Devray, 2. Je vous rappelle que conformément à l'article 66 du Code électoral, les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans les enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes, les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Je vais maintenant vous communiquer les résultats du dépouillement qui sont, donc, comme on l'a dit, nombre de conseillers présents n'ayant pas pris 0, nombre de votants 27, nombre de suffrages déclarés 1000 euros, nombre de suffrages exprimés 27, majorité absolue, je dis quand même ça. Si le nombre de suffrages exprimés est pair à la moitié plus un des suffrages exprimés, ou si le nombre de suffrages exprimés est impair à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur, 14. Voilà. Donc, donc, non, c'est, je reviens là. Nom et prénom, donc, Yann Mitterrand, donc, nombre de suffrages 25, et M. Franck Devray 2. À l'issue du dépouillement, je proclame donc M. Yann Mitterrand maire qui est immédiatement installé dans ses fonctions. Vous avez passé une voilà. Bien, je tiens déjà à remercier notre doyenne de séance, et je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle était très stressée. Puis vous n'écouterez pas, j'ai quelques mots à vous dire. Et notamment, nous avons du public. C'est l'occasion de passer quelques messages.
Mesdames et messieurs, mes chers collègues, désormais très officiellement installés, mesdames et messieurs les habitants d'Angerville, venus nombreux ce soir et je les en remercie, la démocratie est toujours très vive dans notre commune. Mesdames et messieurs les membres du personnel communal ici présents, il y en a quelques-uns. C'est avec, et je ne vous surprendrai pas, une émotion sincère et une profonde reconnaissance que je m'exprime aujourd'hui devant vous, à l'occasion de l'installation de ce nouveau conseil municipal pour la mandature 2026-2032. Peut-être 33, nous verrons ce que le législateur décidera. Le résultat du scrutin du 15 mars dernier, par son ampleur, nous honore et nous oblige. En accordant 82,4% des suffrages exprimés à la liste que j'ai eu l'honneur de conduire, les Angervilloises et les Angervillois ont exprimé une confiance claire et sans ambiguïté dans le travail accompli au cours de ces dernières années, et je veux ici, à nouveau, les en remercier très chaleureusement. Mais cette confiance, vous l'aurez compris, loin d'autoriser le moindre triomphalisme, nous impose au contraire une exigence accrue. Car une élection, aussi importante soit-elle, n'est qu'un point de départ. Le véritable engagement, mesdames et messieurs, commence aujourd'hui. Un mandat municipal, ce sont 6 années d'action, de décisions, parfois difficiles, mais toujours au service de l'intérêt général. Depuis 2008, d'abord comme adjoint, puis comme maire depuis 2014, j'ai eu l'honneur de servir cette commune à laquelle, chacun le sait, je suis, comme vous tous, profondément attaché. J'entame aujourd'hui mon 3e mandat de maire et mon 4e au sein de ce conseil municipal. Cette continuité est une force, mais elle est aussi une responsabilité, celle de ne jamais considérer que l'on sait tout, que tout est acquis ou que tout est simple. Au contraire, nous savons combien la tâche est exigeante. Ces dernières années, nous avons dû faire face à des crises majeures, sanitaires, énergétiques, économiques, sans jamais renoncer à nos valeurs ni à nos ambitions. Et pourtant, ensemble, et malgré ces difficultés, nous avons tenu le cap. Nous avons investi, transformé, modernisé, tout en préservant un équilibre financier solide et responsable. Et nous aurons l'occasion en détail, dans les prochaines semaines, de pouvoir y revenir ici même. Nous avons fait d'Angerville une ville dynamique, reconnue sur son territoire, attractive, mais surtout, c'est le plus important, une ville vivante, où le lien social, la proximité et la qualité de vie restent au cœur de notre action. Ce bilan, nous ne l'avons pas construit seul. Il est le fruit d'un travail collectif, d'une équipe engagée et d'un dialogue constant avec l'ensemble des habitants. Car, j'en suis, nous en sommes, à n'en pas douter, convaincus, rien de durable ne se construit sans écoute, sans respect et sans rassemblement. Et c'est dans cet état d'esprit que nous abordons ce nouveau mandat. Je voudrais naturellement remercier les conseillers municipaux sortants pour leur action et leur engagement au service de cette ville durant ces 6 dernières années. Ce fut un plaisir et un honneur que d'avoir pu travailler à leur côté à travers le plus beau des engagements, celui qui permet de servir sa commune en entrant au conseil municipal. Et j'ai par ailleurs également, à cet instant, une pensée toute particulière pour 2 de nos anciens collègues décédés durant ce mandat. Je pense tout d'abord à Daniel Plénois, qui fit partie de mon premier mandat de maire et avec un certain nombre de collègues ici présents entre 2014 et 2020. Daniel s'était réengagé à nos côtés en 2020, mais en position non éligible, mais pour nous soutenir. Son combat pour l'accessibilité et l'inclusion aura profondément marqué notre engagement et nos réalisations. Cette salle, où vous vous trouvez, dans cette mairie, en est une des illustrations, accessible depuis 2015. Tout comme de plus en plus de nos bâtiments, pour ne pas dire aujourd'hui tous nos bâtiments, ou encore à travers nos espaces publics qui, à chaque fois qu'ils sont repensés, le sont avec ce souci de l'accessibilité et de l'inclusion. Ce sont ces résultats concrets et cette application, grâce à sa sensibilisation, que nous lui devons, et de là où il est, qu'il sache que nous continuons à honorer sa mémoire et à agir pour que tous les Angervillois, quels qu'ils soient, trouvent pleinement leur place à Angerville. Je pense également à Paul Agbécodo, disparu l'été dernier des suites d'une longue maladie. Il fut, il est vrai, notre opposant durant la campagne de 2020, et puis ici même, au sein de cette instance où il a siégé, mais il fut avant tout un homme d'engagement au service de sa ville et attaché à faire vivre la démocratie et le pluralisme. Et je tenais aussi à lui rendre hommage. Mesdames et messieurs,
j'aborde aujourd'hui cette nouvelle page de notre histoire communale avec humilité et lucidité. Je mesure la responsabilité qui est mienne et l'honneur que vous venez de m'accorder en me réalisant maire de cette commune. Car être maire, il faut se le dire, c'est être le maire de tous les habitants et pas seulement d'une partie de la population. Et ceci au-delà des sensibilités, des opinions, des différences, car nous devons incarner une action publique qui rassemble, qui apaise et qui protège. Notre feuille de route est donc claire, nous nous sommes engagés, nous devons maintenant y travailler. Nous poursuivrons donc la préservation de notre cadre de vie qui fait l'identité et la force d'Angerville. Nous continuerons d'agir pour faciliter le quotidien de nos habitants en renforçant l'accès aux soins par la réalisation notamment d'un centre de santé municipal. Nous savons combien les demandes et les besoins sont importants et urgents, nous nous y attellerons. Nous soutiendrons activement le dynamisme économique local en reprenant la main sur les commerces vacants afin de maîtriser et surtout de choisir les activités qui s'y implanteront afin de garantir le bon équilibre et l'attractivité de notre centre-ville que nous avons rénové à cette fin. Nous garantirons la sécurité, renforcée par une action sur les effectifs et l'organisation de notre police municipale, complétée par une évolution de la vidéoprotection. Nous agirons résolument en faveur des transports en commun pour que la petite ville de demain continue à rayonner et de conforter son statut de pôle d'équilibre et d'attractivité qui, chacun le sait, dépasse aujourd'hui largement les frontières communales. Nous ferons par ailleurs du sport une grande cause de la mandature, car nous savons combien, dans une société en perte de repères, en perte de règles et en perte, hélas, trop souvent d'autorité, la pratique sportive, et notamment pour les plus jeunes, est vectrice de valeurs, de tolérance et de respect. Nous continuerons aussi à porter toutes les actions concourant à faire vivre ce lien social qui est le ciment de notre commune. Et ceci à travers nos manifestations festives, culturelles et sportives, avec nos forces vives, et naturellement avec nos associations qui figurent au premier rang de celles-ci. Mais aussi à travers l'espace Simone Veil, où depuis plusieurs années, nos jeunes, les familles et les seniors trouvent des temps d'échange, de rencontres, d'informations, notamment à travers France Service, de convivialité, de partage, de loisirs, d'éducation ou encore de culture. C'est ce village d'Angerville que nous voulons aujourd'hui continuer à porter. Un Angerville résolument ancré dans la réalité du quotidien et tourné avec optimisme vers l'avenir au service de ses habitants. Alors, à ce qui a pu être porté au discours mortifère et crépusculaire qui prône le repli sur soi à l'odeur rance de la naphtaline, chacun aura compris que nous préférons miser sur les talents, l'énergie et la dynamique de notre ville, qui inspire tout en portant fièrement ses racines rurales et son histoire. Car c'est transmettre le goût et l'amour de ce bout de territoire essonien, cette terre de Beauce où chacune et chacun peut trouver sa place, dans le respect de la diversité, des parcours et des opinions, qui sont pour nous une richesse et non un danger. Tout cela et bien plus, nous le ferons avec la même méthode, celle qui a fait ses preuves, celle du sérieux, du pragmatisme et du collectif. Non pas dans la promesse, c'est tellement facile, mais dans l'action et la démonstration par l'exemple. Non pas dans l'idéologie, mais dans la réalité du terrain. Et nous le ferons, si vous en êtes tous d'accord, tous ensemble, mes chers collègues. Et pour certains, c'est une première expérience, ici autour de cette table. Pour d'autres, c'est la confirmation d'un engagement profondément ancré, mais je sais que nous partageons tous une conviction, l'engagement pour notre commune, qui est une mission passionnante et exigeante, avec, et chacun doit se le savoir pour dit, pour seule et unique motivation, la défense de l'intérêt général. Car si une campagne électorale peut donner lieu à une polarisation du débat, passé cette période, chacun l'aura compris, le plus difficile commence. Il faut désormais rassembler et servir, je le disais, l'intérêt général, ce difficile exercice d'équilibriste qui consiste à faire coexister des exigences et des attentes parfois opposées. Mais c'est là notre mission première, et plus encore dans la période trouble que nous traversons. Nos communes doivent en effet plus que jamais incarner avec conviction et pragmatisme, ces républiques du quotidien, au contact direct des préoccupations et des attentes des habitants qui nous font confiance. Et cette confiance, elle est précieuse, mes chers collègues. Elle se respecte, et nul ne doit jamais considérer qu'elle est acquise. L'exemplarité dans l'exercice d'un mandat électif doit donc être notre première préoccupation.
Et dans cette mission, pour nous accompagner, je sais que nous pouvons compter sur l'ensemble des agents municipaux qui œuvrent bien souvent dans l'ombre pour faire de notre ville un lieu toujours plus agréable à vivre, au service de toutes et de tous, qu'ils soient, en votre nom à tous, assurés de notre gratitude pour leur action quotidienne. Je remercie aussi tout particulièrement mes plus proches collaborateurs, ils se reconnaîtront, eux qui par leur extrême patience me supportent, et c'est peu dire. Je sais être très exigeant, mais je sais aussi que je leur dois beaucoup et qu'ils me sont très précieux. Mes chers collègues, au moment où nous ouvrons cette nouvelle page, je souhaite aussi avoir une pensée particulière. Une pensée pour mon prédécesseur, Lucien Chaumette, qui nous a quittés au cours du mandat qui vient de s'achever. Il a marqué cette histoire de son engagement et de son dévouement, et je veux ici une nouvelle fois lui rendre hommage, car pour ma part, je n'oublie pas l'engagement de celles et ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas, mes chers collègues, titulaires de nos mandats. Nous n'en sommes que les dépositaires temporaires, et la représentativité qui nous est confiée par les habitants appelle d'autre part dignité et droiture. Alors, en effet, d'une défiance toujours plus forte et croissante envers l'engagement électif et envers les élus en règle générale, hélas, tâchons de ne jamais oublier l'humilité qui commande à l'exercice de notre mission et soyons-en dignes avant tout à travers nos actes et nos paroles, dans la vie publique, comme, et j'insiste, dans la vie privée. C'est à la fois une exigence et un devoir moral. À cet instant, j'ai également une pensée pour nos familles qui nous accompagnent, nous soutiennent dans cet engagement exigeant et disons-le très prenant, pas toujours évident, qu'ils en soient remerciés car leur soutien est pour nous indispensable. Et enfin, une pensée plus personnelle, elle s'adressera à mon grand-père, disparu il y a presque 1 an jour pour jour. J'ai partagé chacune de mes campagnes avec lui, chacune. Il était un observateur aiguisé de la vie de la commune pour y avoir plus que longtemps vécu. J'ai beaucoup partagé aussi le commentaire de l'évolution de cette ville. Nous partagions le constat que l'identité rurale de notre ville avait toujours été plus forte et accueillante pour toutes celles et tous ceux qui voulaient bien s'y ouvrir et s'y intéresser. Son souvenir ne manquera donc pas en ce jour particulier de m'accompagner, avec, chacun le comprendra, une intensité particulière. Mesdames et messieurs, le mandat qui s'ouvre ne sera pas plus simple que le précédent. Les défis sont nombreux, parfois complexes, mais je suis convaincu d'une chose. Nous avons, collectivement, les ressources, l'énergie et la détermination pour y répondre. Angerville a démontré qu'elle savait avancer sans renoncer à son identité, se développer sans se dénaturer, évoluer sans se diviser. C'est cette trajectoire que nous nous devons de poursuivre, avec humilité, avec détermination, et surtout, toujours ensemble pour Angerville. Alors au travail, je vous remercie. Ah oui, je vais changer de nom. Bien, nous allons donc maintenant poursuivre l'ordre du jour de notre séance. Accordez-moi quelques secondes. Avec pour point suivant la détermination du nombre des adjoints. En effet, il convient dans le cadre de cette première séance d'installation du conseil municipal pour la mandature de poursuivre l'installation de la municipalité. Je rappelle que la municipalité est constituée du maire et des adjoints. Conformément à la législation, et donc nous devons déterminer le nombre d'adjoints. En application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse exercer 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit nous concernant un maximum de 8 adjoints. Compte tenu de ces éléments, je vous propose donc de fixer le nombre des adjoints à 8. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, nous prenons donc acte à l'unanimité de l'ouverture de 8 postes d'adjoints, ce qui m'amène désormais à l'élection des adjoints. Les adjoints, mes chers collègues, tout comme le maire, sont élus au secret, mais sur une liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, conformément à l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, qui a été modifié par l'article 29 de la loi du 27 décembre 2019. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats auront la moyenne d'âge la plus élevée. Le conseil municipal décidera du temps, le nombre de minutes que nous allons laisser pour le dépôt auprès de moi-même des listes des candidats en fonction d'adjoint au maire. Les listes des candidats doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner, mais aucune disposition n'interdit la présentation d'une liste incomplète, donc qui comporterait moins de 8 noms. Elles devront, en revanche, ces listes être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, quoi qu'il arrive. L'ordre des candidats doit apparaître clairement. Le dépôt de la liste de candidats aux fonctions d'adjoint sera matérialisé par le dépôt d'un bulletin de vote. À l'issue de ce délai, je constaterai donc le nombre des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui auront été déposées. Ces listes seront indiquées au procès-verbal de la séance et mentionnées dans le tableau des résultats par l'indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Je vous inviterai ensuite à passer à l'élection du maire et des adjoints sous le contrôle du bureau qui nous reviendra de désigner dans les conditions similaires. Et je propose, sauf s'il y a des objections, que nous gardions le même scrutateur, les assesseurs, Monsieur Drapier, Madame Téléman, parfait. Et je pourrais proclamer ensuite l'élection des adjoints à l'issue du dépouillement. Je vous propose de laisser peut-être 1 minute pour que les listes constituées puissent m'être apportées s'il y en a. S'agissant de la liste que je conduis, je vous indique déposer une liste donc de 8 noms, composée des noms suivants, et qui seront donc dans l'ordre du tableau. Premier, Madame Frédéric Sabourin-Michel, deuxième, Monsieur Dominique Vaury, troisième, Madame Patricia Ambroziotadi, quatrième, Monsieur Cédric Chian, cinquième, Madame Christelle Thirouin, sixième, Monsieur Alain Lajugie, septième, Madame Naïma Siffert, huitième, Monsieur Bruno Dupuis. Voici pour la première liste déposée. Est-ce qu'il y a d'autres listes de déposés? Je n'en vois pas. Je considère donc qu'il y a une liste soumise à vos votes. Je vous invite donc à vous munir soit de la liste que je viens de vous donner, soit, en fonction du vote que vous exprimerez, d'un bulletin vierge, sachant que dans la mesure où il n'y a qu'une seule liste qui vient d'être positionnée, seul un bulletin blanc pourra compter, puisque aucune autre liste et aucun autre nom ne pourra être admis n'ayant pas eu de liste déposée à la demande expresse que j'ai formulée. Et je vous invite à utiliser donc les enveloppes violettes pour pouvoir voter. Je propose donc de suspendre une petite minute le temps que chacun puisse mettre son bulletin dans l'enveloppe. Bien, je vais proposer, donc c'est Mme Guerton qui va procéder, parfait, merci. Donc à l'appel de votre nom, je vous remercie donc de déposer le bulletin d'enveloppe qui va vous être présenté. Donc Johan Mittelosser, à voter. Madame Sabourin-Michel, à voter. Monsieur Dominique Vaury, à voter. Madame Ambroziotadi, à voter. Monsieur Cédric Chian, à voter. Madame Christelle Thirouin, à voter. Monsieur Alain Lajugie, à voter. Madame Naïma Siffert, à voter. Monsieur Bruno Dupuis, à voter. Madame Aurélie Bosque, à voter. Monsieur Dominique Bassière, à voter. Madame Kessie Bilingui, à voter. Monsieur Jacques Drapier, à voter. Madame Aurélia Vater, à voter. Monsieur Abraman Camara, à voter. Madame Marianne Bussière, à voter. Monsieur Pierre Bonneau, à voter. Madame Anne-Laure Trochet, à voter. Monsieur Thierry Demoisson,
À voter Madame Julietta Martins. À voter Monsieur Emmanuel Bagaragaza. À voter Madame Françoise Boivin. À voter Monsieur Jérôme Faucheux. À voter Madame Nadège Brasseur. À voter Monsieur Emmanuel Parmentier. À voter Monsieur Franck Tevret. À voter Madame Leslie Télémingue Mezzamo. À voter. J'invite donc les assesseurs à bien vouloir rejoindre la table, à renverser l'urne et à compter le nombre de bulletins présents. Alors, je vous laisse me dire combien vous avez de bulletins de trou en l'urne. 27. Merci, et je vous invite donc maintenant à procéder au dépouillement. On donne le nom ou On a donné le titre de la liste. Il y a un titre en. toujours ensemble pour Angerville? Toujours ensemble pour Angerville. 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 Blanc. Blanc. Toujours ensemble pour Angerville. 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 Blanc. Toujours ensemble pour Angerville. Toujours ensemble pour Angerville. Toujours ensemble pour Angerville. Et toujours ensemble pour Angerville.
Merci. Je vais demander au secrétaire de séance de bien vouloir confirmer les chiffres qu'il a de son côté. Toujours ensemble pour Angerville 25, blanc 2. Merci. Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 27. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, c'est ainsi que c'est rédigé, donc ce sont les blancs, 2. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 14. Avec 25 voix, la liste toujours ensemble pour Angerville est élue. Sont donc élus Madame Frédéric Sabourin-Michel, Monsieur Dominique Vory, Madame Patricia Gozotadi, Monsieur Céric Chian, Madame Christelle Thirouin, Monsieur Alain Lajugie, Madame Nelma Siffer et Monsieur Bruno Dupuis. Félicitations et je les invite à nous rejoindre devant pour la remise de leurs écharpes.
Bien, nous pouvons maintenant poursuivre les derniers points à l'ordre du jour avec en point numéro 5, c'est important, la lecture de la charte de l'élu local. Mes chers collègues, conformément à l'article 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal et immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, laquelle est mentionnée à l'article 1111-12. Le maire remet également aux conseillers municipaux, et vous l'avez devant vous, sur vos pupitres, une copie de la charte et du chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales qui est consacré aux conditions d'exercice des mandats municipaux. S'agissant de la charte, vous l'avez reçue avec les éléments en préparation de cette séance. En application de l'article 1111-12, du Code général des collectivités territoriales, les élus sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des lois et des devoirs prévus aux articles 1111-13 et 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local dont je vais vous donner lecture immédiatement. Premièrement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et avant le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Article 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. On arrive au bout. Article 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Enfin, 14e et dernier article,
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Mes chers collègues, chacun l'aura compris, cette charte s'applique à vous dans l'ensemble des articles dont je viens vous donner lecture et dont il est toujours important que le public en soit également témoin. Merci. Point numéro 6, il concerne l'approbation du procès-verbal de la dernière séance. Alors, il concerne la dernière mandature. Ça peut toujours paraître un peu baroque, mais c'est ainsi. Il y a ce qu'on appelle une continuité dans l'exercice de l'administration, quels que soient les titulaires des mandats. Et par conséquent, il nous revient d'approuver le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2025. Quand bien même, pour un certain nombre d'entre vous, vous n'étiez pas présent, vous avez le droit d'approuver le procès-verbal, lequel vise soit à, sanctionner les échanges qui ont eu lieu, mais éventuellement à apporter des corrections s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, sur ce procès-verbal, des remarques ou des observations? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? De l'unanimité? Il est donc acté la validation du procès-verbal. Je vous en remercie. Normalement, c'est à l'unanimité. Les abstentions ne comptent pas. Point numéro 7. Indemnité de fonction des élus. Si par principe les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les suggestions qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. L'entrée en vigueur de la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a défini de nouvelles modalités de fixation des indemnités de fonction des maires et des adjoints au maire, et plus précisément les articles 1er et 3 qui viennent revaloriser le montant maximum aux communes de moins de 20 000 habitants. Ainsi, il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des nouveaux barèmes fixés aux articles 1123-23 et 1223-24 du Code général des collectivités territoriales. À savoir, pour les indemnités de fonction brutes mensuelles des maires dans les communes dont la population oscille entre 3500 et 9999 habitants, le taux en pourcentage de l'indice 1015, si j'ai plus le bon terme, est fixé à 58,3. Je vais vous donner les sommes. Les indemnités de fonction brute mensuelles des adjoints sont fixées dans les communes dont la population oscille entre 3500 et 9999 à 23,3 points en pourcentage de l'indice, ce qui donne une valeur mensuelle brute de 2396,44 € pour le maire et de 957,75 € pour les adjoints. Considérant également que, de par la loi déterminant le statut de l'élu local, l'indemnité de fonction du maire est désormais fixée de droit par la loi à l'échelle indiciaire maximale. Voilà, mes chers collègues, ce qui donc vous est proposé d'approuver pour la mise en œuvre des indemnités des élus, à savoir fixer le montant des indemnités pour les effectifs que j'ai évoqués et en fonction de la grille dont j'ai donné lecture, de rappeler que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice auquel ils se réfèrent, de dire que les crédits nécessaires devront être inscrits au budget principal de la commune, et que le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités qui sont allouées aux membres du conseil municipal seront annexés à la présente délibération et donc consultables par le public. Et de dire que le maire et les adjoints percevront leur indemnité à compter de ce jour si vous délibérez favorablement, à savoir le 20 mars 2026. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions ou des interventions sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous arrivons au point de délégation de pouvoir au maire. En application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante, autrement dit le Conseil municipal, c'est un terme auquel pour les nouveaux il faut vous habituer, mais ça veut dire la même chose, peut accorder certaines délégations de pouvoir au maire, et ce pour la durée du mandat. L'ensemble des délégations possibles sont listées dans la délibération que vous avez eue en note de synthèse. Il y a un ensemble de points, puisque vous avez dû voir qu'ils sont un certain nombre, dont je peux, au choix, vous donner lecture dans l'intégralité, ou considérant que vous avez préparé la séance
S'il y a des questions, vous ne manquerez pas de les exprimer, ainsi que s'il y a des remarques ou des souhaits d'amendement. Et ce aussi pour éviter que le public ne trouve la séance particulièrement douloureuse, tant il y a de domaines dans lesquels le conseil municipal peut m'accorder des délégations de pouvoir qui vont, pour vous donner quelques exemples, du fait de pouvoir passer des assurances ou d'accepter des indemnités de sinistre, en allant aussi sur l'acceptation des dons et des legs qui pourraient être faits à la collectivité, au fait de pouvoir emprunter dans les limites naturellement fixées par le conseil municipal avec le budget et les pouvoirs qui m'ont été accordés, le fait de pouvoir intenter des actions en justice pour défendre la commune, le fait de pouvoir exercer ou déléguer en application du code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de préemption, etc., etc., dans plein de domaines. C'est ce qui permet de gagner en efficacité. Mais je rassure l'ensemble des collègues, le conseil municipal n'est pour autant pas dessaisi, puisque le maire se doit de rendre compte à chaque séance du conseil municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre des délégations de pouvoir que vous lui avez accordées. Vous gardez par conséquent la faculté à tout instant de pouvoir le questionner, lui demander de rendre compte, et vous gardez la faculté aussi à la majorité de pouvoir procéder à des retraits de délégations du maire. Donc elles sont certes consenties pour la durée du mandat, à charge pour celui qui les a de s'en montrer digne, car il peut se les voir retirés par la majorité des élus. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions d'intervention sur ces délégations de pouvoir? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, il est donc pris acte de la délégation de pouvoir des éléments qui étaient présents dans la note de synthèse. Je vous en remercie. L'avant-dernier point concerne la création d'un emploi de collaborateurs de cabinet. En effet, aux côtés des personnels des services administratifs qui ont en charge la conduite des politiques publiques locales, peuvent également être recrutés des personnes ayant une vocation plus politique, chargées d'accompagner et de conseiller les élus locaux dans l'ensemble de leur activité, comme les collaborateurs de cabinet. Ils sont régis, ces emplois, par l'article 110 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par le décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987, relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Ils sont recrutés in tuitu personae par l'exécutif local, auprès duquel ils exerceront leurs fonctions. Le collaborateur de cabinet assiste l'élu local dans l'exercice de son mandat dans le cadre de ses missions, à savoir de conseil auprès de l'autorité territoriale, de préparation de ses décisions, au moyen éventuellement de dossiers fournis par les services compétents de l'administration. Le collaborateur de cabinet a également un rôle de liaison entre l'autorité territoriale et l'administration, collaboration avec les responsables administratifs, impulsion politique si nécessaire et suivi de l'exécution. Le collaborateur de cabinet entretient également une relation avec les assemblées ou organes politiques compétents, les organismes extérieurs, médias, associations, entreprises, etc. Par ailleurs, il a en charge le suivi des affaires purement politiques, coordination des différents mandats de l'élu lorsqu'il y a lieu. Il a également un rôle, le cas échéant, de représentation à la demande de l'élu, où il peut donc le représenter dans le cadre de réception ou de délégation. Ainsi, le collaborateur de cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité. Ce rôle est dévolu au directeur général des services. Par ailleurs, les emplois de collaborateurs de cabinet sont par nature précaires. D'une part, l'autorité territoriale peut y mettre fin librement, et d'autre part, ces emplois prennent fin obligatoirement et au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. Je vous propose de m'autoriser la création d'un emploi de collaborateur de cabinet pour exercer les missions précédemment citées, pour une quantité de travail égale à 115% d'un temps plein, c'est-à-dire qu'on est sur un cumul d'activités à hauteur de 15% d'un équivalent temps plein, puisque pour ne rien vous cacher, je compte renouveler ma collaboratrice de cabinet dans ses fonctions, qui est à 15% de temps complémentaire affecté à la ville et à 100% du côté de l'agglomération. Chacun aura donc compris que nous sommes loin de servir l'équivalent d'un salaire, puisque nous allons servir 15% de l'indice terminal maximal servi à un fonctionnaire dans la collectivité et à hauteur de 90% de celui-ci. Voici, mes chers collègues, ce que je vous propose, et si vous y donnez suite favorable, nous inscrirons au budget les crédits nécessaires pour nous permettre d'engager ce collaborateur de cabinet, et conformément à l'article 7 du décret 87-1004, le montant des crédits sera déterminé de façon à ce que je disais, d'une part, le traitement indiciaire puisse en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité. J'espère que j'ai pas perdu grand monde. D'autre part, le montant des indemnités ne pourra en aucun cas être supérieur à 90% du montant maximum du régime militaire qui est institué par l'Assemblée délibérante et qui a servi au titulaire du grade administratif référencé ci-dessous. En cas de vacances dans le grade retenu et en application de l'article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'il y a des questions ou d'intervention? Monsieur Tevray, je vous en prie. Oui, concrètement, ça fait quel coût au budget de la commune annuellement, quoi? Alors, on a les sons qui sont un peu trop forts. Je vais vous laisser multiplier. On est aujourd'hui à hauteur brute de 300 et quelques euros par mois, que je vous laisse multiplier par 12. Comme vous êtes prof de maths, je pense que le calcul, vous l'aurez rapidement fait. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, d'autres questions? Je ne vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. 10e et dernier point, eh bien, c'est la lecture des décisions qui ont été prises, alors non pas dans le cadre de ce mandat, mais dans le cadre du mandat précédent. Vous avez donc l'ensemble des décisions qui sont listées et qui vous permettent d'opérer, comme je vous le disais, un contrôle, de pouvoir me questionner. Je me permets aussi de vous rappeler que l'ensemble des éléments préparatoires à cette séance vous sont toujours adressés au moins 5 jours francs avant la séance et que vous avez aussi la faculté de m'interroger en amont lorsque vous préparez votre séance, tout comme vous avez la faculté aussi de le faire en direct sans aucun problème, mais parfois ça permet aussi, en fonction des questions qui sont posées, et si je n'ai pas les éléments avec moi, quand même j'essaye d'en maîtriser l'intégralité, d'avoir les réponses les plus précises possibles, et sachant que toute intervention au sein de cette instance fait l'objet d'un report dans le procès verbal. Est-ce qu'il y a, par rapport aux décisions qui vous avaient été communiquées, mes chers collègues, des questions ou des observations? Je n'en vois pas. Je vous informe que nous avons reçu des remerciements et des vœux. Remerciements de l'Association des Restaurants du Cœur pour les vœux de la bonne année. Alors, prêt à sourire, nous sommes au mois de mars, la dernière séance a eu le mois de décembre. Qui remercie donc l'ensemble des élus, l'ensemble du personnel et en particulier les services techniques pour l'aide précieuse tout au long de l'année. Nous avons reçu les remerciements de la famille Duval-Mono pour la délicate attention lors des obsèques de leurs proches. Nous avons reçu les remerciements de la famille de Mme Pavard-Suzanne, un remerciement de la commune pour sa délicate attention lors des obsèques de cette dernière. Et nous avons reçu de la part de Mme Michel et M. Jean-Luc Berthaud les remerciements au conseil municipal et au CCAS pour les chocolats de fin d'année, ainsi que les meilleurs vœux. Et enfin, le comité d'entente des anciens combattants d'Algérie d'Ingerville nous a adressé ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il ne me reste plus qu'à vous indiquer que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 30 mars 2026, ici même à 20h. Elle aura pour objet la présentation du rapport sur les orientations budgétaires. Nous débattrons donc, comme je le disais tout à l'heure, de la situation financière de la commune, qui, je ne crois pas vous révéler de grands secrets, est excellemment bonne et nous permettra donc de nous projeter concrètement dans la mandature et surtout dans cette année, puisque après l'élection, après les promesses, il nous revient désormais de les concrétiser et d'être à la hauteur des votes qui se sont exprimés en notre faveur. Je vous remercie toutes et tous. J'invite le public que s'il le souhaite, un verre va être offert et servi dans le hall de l'accueil dans quelques instants. Chacun est donc libre d'y participer ou d'y assister. Merci à toutes et à tous et mes chers collègues, mes sincères félicitations pour cette installation, cette première séance du conseil municipal. La séance est levée.